Bonjour et bienvenue à l'émission Hommage aux As. As pour Attitude à succès. Et mon invité aujourd'hui, M. Guy Huard. Bonjour, M. Guy. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Premièrement, je veux te remercier d'avoir accepté l'invitation parce que tu sais qu'à quelque part, on va révéler tes défis. Puis tu en as un grand qui s'en vient en plus. Alors, allons-y par le début. Curiosité. Tu es aveugle à la naissance ou tu es devenu aveugle? Non, en fait, j'ai été voyant. J'ai conduit l'automobile, j'ai travaillé, j'ai mené une vie relativement normale jusqu'à l'âge de 25 ans à peu près. Quand je dis relativement normal, là, j'ai eu des difficultés avec ma vision en très bas âge. OK. C'est-à-dire que j'ai eu des lunettes à l'âge de 6 ans. J'étais porteur d'une maladie héréditaire qu'on appelle la rétinite pigmentaire. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que j'étais porteur de cette maladie-là, atteint de cette maladie-là. Et c'est plus... j'ai eu de la misère, là, toutes mes études, à lire, à écrire. C'était difficile, j'étais très myope. Ce qui fait que pour les études, ça a été difficile. Mais c'est vraiment à l'âge de 25-26 ans que j'ai été diagnostiqué parce que là, les problèmes de vue commençaient à être plus problématiques, là. OK. Fait que là, à ce moment-là, fait que finalement, les problèmes de vue étaient plus problématiques. Est-ce que tu es 100% non-voyant ou tu as encore quelques... Actuellement, j'ai encore un petit résidu visuel, mais c'est très, très faible, là. Disons que j'ai plus de vision fonctionnelle. Je suis fonctionnellement aveugle et légalement aveugle depuis 1991. Et cette maladie-là est progressive, ce qui fait qu'on perd la vue justement petit à petit sur des années et des années. Et puis, il n'y en a pas un qui évolue au même rythme. La finale de ça, c'est la cécité complète éventuellement qui m'attend. Actuellement, je distingue la lumière, mais je ne reconnais plus les gens, même que je connais dans le jour. OK. Puis comment ça s'est passé? Bien, moi, à 24-25 ans, j'avais de la misère à conduire de soir parce que la rétinite touche la vision de soir en premier, puis par la suite, on perd du champ de vision. Puis là, à 26 ans, j'ai dû arrêter de conduire de soir. Fait que l'hiver, les journées sont pas longues, hein? Faut se dépêcher à revenir du travail. Puis, bien, ça a continué à dégénérer. Puis à 34 ans, là, j'ai perdu mon permis de conduire complètement. Puis à 40 ans, j'ai dû laisser mon emploi parce que ma vision n'était plus assez fonctionnelle pour faire l'emploi que je faisais à ce moment-là. Qu'est-ce que tu faisais comme emploi? Moi, j'ai été éducateur spécialisé dans un centre de réadaptation. OK. Et puis j'ai travaillé 20 ans comme éducateur avec la clientèle qui a une déficience intellectuelle. OK. Puis j'adorais mon métier. J'ai pas eu le choix comme d'arrêter, là. J'étais plus capable d'aider les gens que je prenais en charge. J'avais de la misère pour moi-même avec mon autonomie, fait que j'ai comme pas eu le choix d'arrêter. C'est un gros défi quand même, là, parce que tu es jeune. C'est un gros défi et c'est un gros deuil. Oui, hein? Parce que quitter un emploi qu'on aime à 40 ans, puis être déclaré à toute fin pratique invalide, c'est un défi, c'est un deuil important. C'est quoi l'attitude qui a fait que... Qu'est-ce qu'il y avait en toi, la ressource que tu avais en toi qui a fait que tu as passé par-dessus? Bien, je pense que j'ai toujours été quelqu'un de combatif. Puis, écoute, cette maladie-là a fait en sorte que je le suis devenu. Parce que j'ai eu des difficultés, comme je disais plus tôt, très jeune. À 6 ans, j'ai été étiqueté. J'ai eu un peu de la... Comment est-ce qu'on dit ça? De l'intimidation. L'intimidation. On m'appelait le coque-l'œil. J'étais pas bon dans un sport parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà des trous dans mon champ de vision, ce que j'ignorais. J'étais souvent choisi le dernier pour faire partie d'une équipe de hockey ou de sport, puis souvent, je ne voyais pas la rondelle ou au volleyball, je ne voyais pas arriver le ballon, puis je la recevais dans la figure, je cassais mes lunettes. Fait que j'ai eu des problèmes. Toute ma jeunesse a été difficile. Et puis mes études aussi.
Ce qui fait que j'ai appris à me battre, j'ai appris à rester combatif. C'est ce qui fait que, écoute, j'ai eu des périodes difficiles, j'ai eu des périodes de déprime là-dedans. Là. Le permis de conduire était un gros deuil aussi, hein? C'est l'autonomie qui part. Ouais. Puis, ce qui a été difficile aussi, c'est qu'il faut constamment refaire ce processus de deuil-là, ce processus d'adaptation à cause de la dégénérescence de la maladie. Je m'explique, c'est qu'on s'adapte à une situation X avec une vision X. On s'adapte, on va en réadaptation parce que j'ai été curieusement un intervenant, mais j'ai été un client du centre de réadaptation, je le suis encore d'ailleurs. Ouais. Alors, on s'adapte à une situation, 3, 4, 5 ans après, la vision a changé, on recommence. Et là, on revit des deuils, on revit des pertes, on arrête de faire du vélo, on arrête de marcher tout seul, on prend une canne blanche, plus tard, on prend un chien guide, on prend un ordinateur qui parle, etc. Tout ça a été extrêmement difficile, m'a demandé énormément d'énergie, mais j'ai eu des périodes sombres, comme j'ai eu des périodes difficiles. Pour ne pas faire de jeu de mots, j'ai eu des périodes sombres. Dans le sens que j'ai eu des périodes de déprime, on ne s'en cachera pas, je pense qu'on en aurait à moins. Oui. Mais j'avais du torque, je me suis tout le temps relevé. Puis j'ai tout le temps dit que cette épreuve-là ne n'empêcherait pas de faire une vie agréable, puis d'aller où ce que je veux, quand je veux, puis de faire tout ce que j'ai envie de faire. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Quand tu as rencontré ta conjointe, est-ce que tu étais voyant ou non-voyant? J'étais voyant, puis j'ignorais que j'avais cette maladie-là. OK. Par contre, j'avais déjà à cette époque-là des troubles de vision de soir. Là. Ma vision de soir n'a jamais été bonne. Même quand j'étais adolescent ou jeune enfant, là, je jouais dehors le soir, j'avais des problèmes, mais je ne savais pas. Pour moi, c'était un état normal. Je pensais que tout le monde était comme moi, mais... Bien, comme moi, j'ai les yeux bleus, fait que le soir, là, tout m'éblouit. Mm-hmm. Fait que, alors, on pense pas qu'on a une maladie dégénérative pour ça, là. Exact. Alors, c'est ça, j'ai dû me battre, puis j'ai dû travailler dur, puis je le regrette pas parce que j'appelle ça ma théorie des 3 P. Ah, vas-y donc. Ma théorie des 3 P, c'est que, premièrement, le premier P, c'est vaincre la peur. Parce que c'est excessivement épeurant de perdre la vue. C'est excessivement insécurisant, tu sais, de se déplacer quand on ne voit pas ou presque plus. De perdre des choses, de perdre l'autonomie. Fait que pour foncer puis continuer à vivre de façon agréable, puis aller au gym, faire plein d'affaires, puis rester dans le trafic, comme je dis, il faut arrêter d'avoir peur, parce que la peur nous paralyse. Moi, j'ai toujours dit que la peur paralyse. Mon deuxième P, un coup que tu as vaincu la peur, c'est passer à l'action. Parce que c'est bien beau si tu n'as plus peur, mais il ne faut pas que tu restes assis chez vous. Il ne faut pas que tu t'isoles. Il faut que tu restes dans le trafic, comme je dis. Alors moi, j'ai passé à l'action. J'ai fait du bénévolat. Je me suis impliqué dans plein de choses parce que je ne voulais pas rester chez nous à me bercer. J'ai voyagé. J'ai des fois pris des chances, mais j'ai tout le temps dit que je ne voulais pas rester chez nous à rien faire. Puis mon troisième P, c'est persévérer. C'est vraiment... ça, c'est le défi. C'est vraiment ça le défi parce que, comme je disais tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a une baisse de vision, bien, il y a un petit down et puis le moral, il a tendance à vouloir aller à la baisse. Il faut se donner un coup de pied, il faut persévérer, il faut faire des efforts. Puis perdre la vue, là, c'est un des handicaps, à mon sens, les plus difficiles. Parce que, selon les spécialistes en orientation mobilité, il y a au moins 80 % de l'information qui arrive à notre cerveau par la vue. Effectivement. Puis de plus en plus, aujourd'hui, on vit dans un monde visuel. Hein? Alors, tout ce qu'on fait dans une journée demande de la vision. Alors, ça demande énormément d'énergie pour fonctionner, ça demande énormément de concentration. Il faut être présent, il faut vouloir, puis il faut constamment se donner un coup de pied. Comme je dis des fois, moi, je travaille en me levant le matin, j'arrête en me couchant le soir. Tout ce que je fais demande, tu sais, me déplacer en ville. On travaille même quand on se déplace avec un chien guide. Encore plus avec une canne blanche, c'est encore plus dur. Mais je suis un battant, je suis un combattant, je n'ai jamais voulu me laisser aller.
Et j'ai donné des conférences des fois à des jeunes dans des écoles pour les aider justement, ces jeunes-là, des fois à se botter le derrière. Puis il y a un prof qui m'a dit « Guy, il y a un 4e P à ton histoire. » J'ai dit « Oui, c'est quoi? » Elle a dit « Le plaisir. » J'ai dit « Tu as bien raison. » Parce que quand on se bat, quand on travaille dur pour atteindre quelque chose, pour atteindre des résultats, après ça, on a du plaisir. Ouais. Du plaisir à vivre, de la satisfaction à avoir accompli quelque chose, de la satisfaction à ne pas s'être laissé aller. Ça fait que ça a été ça une bonne partie de ma vie, de me battre. Mais tu sais, c'est très inspirant quand on voit quelqu'un, et tu as raison, on dit, des fois je donne des conférences, moi, sur la communication, il y a juste 4% qui viennent des mots. Donc, le reste vient tout du visuel, les attitudes. Ouais. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations. Est-ce que tu as eu à apprendre le braille? Non, je ne l'ai pas appris parce que j'ai tellement eu d'autres choses à apprendre que oui. ça, honnêtement, ça ne me tentait pas. Ben oui, je te comprends. Puis je me dis, il faut faire des choix dans la vie. Ben oui. Puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le braille aujourd'hui, pas désuet, mais presque. Dans le sens, de moins en moins utilisé parce que la technologie a pris la place. Oui. Nos ordinateurs parlent, nos montres parlent. On a des réveils matins. On a des réveils matins sur nos montres. Les ordinateurs parlent. J'ai des instruments chez nous qui vont lire mes bouteilles d'épices vocalement. Ah, ouais. Écoute, comme je te disais, à chaque fois moi, que j'avais des problèmes, je retournais en réadaptation, puis tous les objets, toutes les bébelles qui sortent technologiques, j'ai demandé toutes, puis je me faisais former là-dedans. Fait que quand je te disais je dépense d'énergie, là, c'est que l'apprentissage de tout ça, puis ça fait des années depuis... J'ai commencé à aller en réadap en 91 à l'Institut Nazareth Louis Braille. Puis maintenant, je vais à intervalles à Trois-Rivières, puis j'y retourne régulièrement. Là, je suis encore en réadap parce que j'apprends à me servir d'un iPhone avec les synthèses vocales puis les adaptations qu'il y a sur le téléphone intelligent. Fait que c'est ça, on travaille fort, on ne lâche pas, mais ça donne des résultats. Puis je fais une vie active. Oui, parlons-en de ta vie active. Tu t'en vas en voyage bientôt? Oui. Et ça, là, c'est assez capoté. Où tu vas? C'est tout un projet spécial. Je m'en vais au Sénégal, en Afrique. Puis je pars avec 2 autres personnes handicapées. Et puis, on part avec des accompagnateurs, bien sûr. Puis c'est un voyage humanitaire. On va être 11 jours en Afrique. On va se déplacer à tous les jours dans des villes ou des villages différents. On va distribuer aux enfants des fournitures scolaires, des barres-tentes, du linge, des ballons de soccer. Apparemment que les enfants là-bas, quand ils reçoivent un ballon de soccer, c'est comme si tu leur donnais 100 000 $. Puis, on va aider les gens là-bas. Puis, le linge qu'on apporte, là, on le laisse tout là-bas. Donc, ce qui est spécial de ce voyage-là, c'est que souvent, les personnes handicapées, nous, on est en besoin d'aide. Et là, on va aller aider du monde. C'est ça que je trouve extraordinaire de ce voyage-là. Puis, j'ajouterais à ça que ça a été souffrant pour moi, cet handicap-là. Puis je pense que cette souffrance-là a fait de moi une meilleure personne. A fait de moi une personne qui est sensible à la souffrance des autres, qui est empathique aux autres, puis qui veut redonner, qui veut aider. Puis c'est pour ça que je fais ce voyage-là, entre autres. Puis quand on se détache un peu de sa propre souffrance, puis qu'on est dans la compassion par rapport aux autres, bien, je pense qu'on se sent mieux aussi. Tu sais, il faut à un moment donné se détacher de notre petit soi, de notre petite personne. Puis moi, je suis un gars positif aussi, puis malgré mon handicap, bien, je regarde tout ce que j'ai encore, puis tout ce que je peux encore profiter. Puis je me dis que je pense que, mais que je revienne de là-bas, je vais être encore porté à encore moins m'apitoyer sur mon sort, tu sais. Bien, d'avoir des hauts et des bas, ça, c'est humain. Mais se relever, c'est divin, on dit. Fait que d'accomplir tout ce que tu accomplis là, moi, ça, honnêtement, je trouve ça inspirant, mais ça m'épate. Parce que, tu sais, tu as parlé des 4 P, bien 3 plus 1 dans les P. Mais c'est vrai que la peur est un élément qui est très handicapant.
Et oui, puis des fois, à certains égards, je me suis fait peur volontairement pour me poser des défis. Quand j'ai commencé à perdre la vue, des fois, j'ai voyagé tout seul. Puis des fois, avec un chien guide. Puis pour pas faire de jeu de mots, des fois, j'avais la chienne. Oui. Mais je me disais, je me pousse pareil à y aller parce que je veux rester autonome, je veux rester vivant. Puis ça, c'est l'autre secret, dans le sens que les gens qui s'isolent, qui ne sortent plus de chez eux, bien, ils meurent tranquillement, ces gens-là. Et moi, je voulais pas que ça m'arrive. Puis, il faut vraiment rester dans le trafic, puis aussi continuer à apprendre. Tu sais, je vais pour mes chiens guides aux États-Unis, je fais l'entraînement en anglais, fait que je pratique l'anglais. Souvent, il y a des gens là-bas qui parlent espagnol parce qu'ils viennent d'Espagne, je pratique l'espagnol aussi. Fait que moi, je suis un gars qui continue à apprendre. Je suis des cours à l'Université du 3e âge. Je veux continuer. Ça, c'est un autre secret, à part mes P, là, c'est un autre secret, apprendre. Et quand je rencontrais des groupes de jeunes dans les écoles, je leur disais, apprenez le plus que vous pouvez. Parce que tout ce que tu apprends dans ta vie, là, tu vas être moins mal pris. Plus tu en sais des choses, moins tu vas être mal pris dans ta vie, puis plus tu vas te sortir des problèmes, plus tu vas trouver des solutions à tes problèmes. Fait que c'est ça. Moi, je me dis que quand je suis en problème, là, je reste calme, puis je me dis, je vais trouver une solution. Ça va marcher, ça va fonctionner. Et peut-être encore plus capoté que ça, l'hiver passé, j'ai commencé à faire du ski alpin. Et là, je dis ça à des gens, puis ils me disent, t'es fou. C'est toi qui portais les skis? C'est moi qui porte les skis, puis je skie à Gleason. Mais j'ai un guide voyant qui est un maître en ski alpin, qui est un chic type tout à fait extraordinaire, Denis McClure. Oui. Puis lui, il skie en arrière de moi, puis on a des walkie-talkies, puis il me parle. Puis il me dit quand tourner, quand accélérer, quand réduire mais la là, vitesse. se donner la peur, là, ça écoute. Là, je me l'ai donné, la frousse, comme Mais faut. hein? J'ai eu la frousse pour vrai, mais plus ça allait, moins j'avais peur. Puis tu sais, on a commencé tranquillement aussi, là. Oui, je comprends, mais n'empêche que... Puis moi, j'ai jamais fait de ski alpin dans ma vie avant ça. 2 fois, je pense. 1 fois ou 2, j'ai embarqué sur des planches de ski. J'avais déjà fait du ski de fond quand j'étais voyant, mais ski alpin, très peu. Fait que j'avais entendu dire qu'à Gleason, il y avait du ski alpin pour les malvoyants ou les non-voyants, puis qu'il y avait un coach, qui avait un gars qui était spécialisé là-dedans. Fait que j'ai appelé, puis j'y ai pensé 2-3 ans, parce que je me disais, ça n'a pas d'allure, ça, mais oui, ça en a plein d'allure. J'ai eu du fun l'hiver passé, puis ça m'a fait apprécier l'hiver, puis là, j'ai hâte que Gleason ouvre pour y aller. Là, j'ai mon voyage. Je suis un malade de même. Ah non, mais tu sais, moi qui est là et qui dit, OK, tu sais, il y a des choses des fois, on veut faire, puis qu'on dit, oh non, non, je n'irai pas là, non, je ne ferai pas ça. Mais, tu sais, sauter en parachute? Ça, j'y pense, mais j'avoue que ça me fait encore plus peur. Ah oui? Je suis pas sûr que ça, je vais l'essayer, mais on ne sait jamais. Je suis peut-être pas au bout de ma folie encore. En tout cas, il y a plein de choses que tu fais maintenant que tu ne pensais pas faire. Exact. Je pense que souvent, ma conjointe me dit, elle dit, tu fais bien plus que bien des voyants puis que bien des gars que je connais. Vraiment. Mais je pense qu'il y a un autre secret aussi qui a fait ma réussite, c'est que j'ai été capable de demander de l'aide. Parce que j'ai bien beau dire que je suis autonome, mais souvent, j'ai besoin d'aide aussi. Et souvent, les gars, on a de la misère, ça, à demander de l'aide. Hein? On veut s'arranger tout seul avec nos bébelles. Mais étant moi-même un intervenant, bien, je pense que j'ai été plus en même d'accepter l'aide puis de la demander. Puis je la demande chaque fois que je n'ai besoin. Puis aussi, bien, j'ai du support, j'ai du soutien, j'ai plein de bons amis, j'ai un bon réseau social, j'ai une famille, j'ai une conjointe et 2 fils que j'adore. Fait que ça fait partie du secret aussi d'être bien. Tantôt, tu parlais d'une maladie qui était héréditaire. Oui. Puis là, alors, par rapport à tes enfants, ça fait quoi? Bien, j'ai été chanceux là-dessus parce que cette maladie-là se serait transmise à mes enfants si j'avais eu des filles. Ah oui? J'ai rencontré un généticien à Québec, puis on a fait une étude de ma famille, et ça se transmet au sexe opposé. OK. Donc, moi, c'est ma mère qui a transmis cette maladie-là.
aux garçons chez nous. On est deux gars atteints sur 3. OK. Moi, mes 2 fils ne sont pas atteints, ils ne le transmettront pas, le gène. Fait que ça vient d'arrêter là. Oui, dans ma génération à moi, dans ma lignée à moi. Par contre, dans ma famille, j'en ai d'autres, j'ai des neveux et des nièces qui sont atteints. OK. Mais par contre, pour moi, mes 2 fils, ils sont exempts de ça, puis ils ont une excellente vision comme leur mère. Dieu merci, je pense que j'ai été capable de relever ce défi-là, mais je pense que j'aurais été très peiné que mes fils soient atteints de ça aussi, parce que je sais ce que ça demande comme adaptation, ce que ça demande comme épreuve. C'est faisable, mais comme je dis des fois, c'est pour adultes. Faut être fait fort. Oui, vraiment. Et je pense que je suis fait fort. Tu sais, j'ai la croyance, moi, que les ressources, on les a en dedans de nous, mais on ne les exploite pas tant que ce n'est pas devenu nécessaire. Puis là, l'handicap arrive, et là, c'est nécessaire de développer toutes ces ressources-là. Exactement, tu as tout à fait raison, parce que j'ai découvert, moi, des ressources que je ne soupçonnais pas, ne serait-ce que développer nos autres sens. Ma mémoire est exceptionnelle, mon audition. J'ai découvert des choses en réadaptation, là, tu sais, ne serait-ce que pour se déplacer, on écoute le trafic. Puis j'ai découvert des choses rassurantes, là, qu'aujourd'hui, je me plais à dire des fois que je vois avec mes oreilles. Parce que des fois, des gens, je suis dans une salle, puis les gens vont me dire « Comment ça fait que tu sais ça? » Bien, je l'ai entendu par l'écho. J'écoute le trafic et les gens disent « Comment tu fais pour traverser les rues? » Bien, j'écoute le trafic. Quand je peux savoir si c'est un 4-stop ou si c'est un feu de circulation juste en écoutant le trafic. Et en parlant de réadaptation, moi, je veux remercier les gens qui s'occupent de nous en réadap parce que je dois dire qu'on a d'excellents services en Mauricie, en basse vision, puis en réadaptation en déficience visuelle. Là. Les intervenants sont extraordinaires. Ils prennent soin de nous autres dans le sens qu'ils veulent que ça marche pour nous autres. Ouais. Ils sont empathiques. Sont ouverts, ils comprennent notre souffrance, parce que des bouts, on est souffrant, puis on est révolté par période, là, puis, tu sais, on passe par toute la gamme des émotions, on passe par toutes les étapes de deuil, hein, puis ces gens-là nous soutiennent là-dedans d'une façon assez exemplaire, puis ça, je voulais le souligner aussi, parce que... Mais je suis convaincue, puis je veux rien leur enlever, là, mais je suis convaincue que de travailler avec quelqu'un qui veut s'aider, puis qui veut avancer, puis qui repousse les limites tout le temps comme tu le fais, c'est aussi valorisant pour un intervenant. C'est sûr que c'est la formule gagnante quand l'intervenant veut, puis quand le client veut aussi. Puis ouais. Ils me le disent d'ailleurs. Ils me le disent, « Monsieur Huard, c'est intéressant de travailler avec vous. Vous voulez que ça marche, puis c'est intéressant parce qu'on vous donne des aides techniques et vous les utilisez. » Parce que malheureusement, il y en a pour qui ça ne marche pas. Je connais des gens, moi, qui s'isolent, qui la canne blanche, ils la mettent dans le garde-robe, ils ne l'utilisent pas. Ils n'osent pas s'afficher, ils n'osent pas passer ces étapes-là. Ils restent dans le déni, dans la négation, ou ils restent dans la dépression. Puis c'est dommage, mais oui, c'est sûr que la formule gagnante, c'est quand l'intervenant veut, puis quand le client est prêt aussi à recevoir l'aide. Alors, mon cher Guy, je voulais t'offrir un cadeau qui est une plante. Donne-moi ta main, oui. Ici, qui est une plante qui est très, très résiliente. Chacune des feuilles est comme, tu peux toucher les feuilles, là, c'est comme du caoutchouc. Okay. Tu vois? Oui. Alors, elle n'a pas besoin beaucoup d'eau, puis elle est très, très forte et très résiliente. Elle, si le milieu est aride, elle va pousser pareil. Okay. Alors, et puis, parce que je trouve que ça te représente bien. Tu sais, tu as quand même grandi, puis évolué, puis développé, tu t'es développé beaucoup à travers l'adversité. Puis j'ai une petite carte. Moi, comme tout le monde en parle de ce temps-ci, je donne mes petites cartes, puis je l'aime beaucoup. La résilience est la capacité à faire face aux adversités de la vie,
Transformer la douleur en force motrice pour se surpasser et en sortir fortifié. Je trouve que ça te ressemble beaucoup suite à ce que tu nous as dit. Puis je veux te remercier d'avoir accepté l'invitation puis de nous inspirer comme ça. Je pense qu'avec toi, on repousse les limites. Ben oui, merci beaucoup. Ça me touche, le petit cadeau, la carte aussi. Puis oui, j'espère que je vais inspirer des gens qui sont dans les difficultés, qui vont voir à travers moi que c'est possible de se relever. Puis c'est pas grave de piquer du nez des fois, mais on peut toujours se relever. Puis moi, je dis souvent aux gens, n'hésitez pas à demander de l'aide. Elle est disponible, elle est là, puis je pense que c'est sain de demander de l'aide, puis ça fait qu'on s'en sort aussi. Puis là, je veux dire aux gens, OK, s'il vous plaît, quand vous voyez un chien qui accompagne une personne, puis que c'est marqué « chien au travail », s'il vous plaît, n'allez pas parler au chien ou faire des caresses au chien, c'est pas le temps, il est sa job. Merci, c'est très apprécié parce que les gens ne réalisent pas toujours que c'est une aide technique, le chien, c'est pas un jouet. Puis ça peut être dangereux pour nous si les gens le distraient pendant qu'il travaille. Parce que lui, il est dressé pour être attentif à moi, avoir son attention sur moi quand je traverse les rues, quand j'arrive à une fin de trottoir, il arrête, j'arrive à un escalier, il arrête, mais s'il est distrait, bien là, ça se peut qu'il n'arrête pas, puis ça se peut que je me pète la baboune. Alors, en tout cas, je peux te dire qu'on voudrait tous avoir un chien comme... Comment il s'appelle? Il s'appelle Moby. On veut tous un chien comme Moby. Il est beau, ça n'a pas de bon sens. Souvent, je ne le dis pas le nom parce que des fois, les gens l'appellent ou disent « Mais là, j'ai fait un petit entorse au OK, au mais là, vous protocole. n'y parlez pas au pitou. Ouais. Faites comme s'il n'était pas là. Vous parlez avec Guy. Exact. Hey, merci beaucoup tout le monde d'avoir été. Merci Guy. Puis les gens à la maison, écoutez, il n'y en a pas de limite. Il n'y a que les limites que nous, on s'impose. Je vous dis à la semaine prochaine.